Hello. Bonjour tout le monde. Voilà, alors troisième vidéo, après vous avoir annoncé notre départ du Gabon, après vous avoir annoncé toutes les grâces qu'on a vécues pendant 5 ans ici, on va revenir sur les années 2017-2020. On a encore un beau témoignage à vous apporter aujourd'hui. On était en Afrique, encore au début de l'année, et on prend la décision d'aller en Europe. Moi, je prends la décision à ce moment-là de reprendre une entreprise. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Je prends la décision de reprendre une entreprise en France, alors que j'ai jamais bossé en France, alors que je n'ai jamais géré une boîte et que je ne connais pas le domaine dans lequel je vais, qui est l'organisation d'événements pour les entreprises. En particulier, organiser des séminaires et des comités de direction pour des entreprises en région parisienne, dans le reste de la France et même à l'étranger. À ce moment-là, au moment où on prend cette décision, la société de Sally, qui veut pas la perdre et qui n'a pas de travail à lui offrir à ce moment-là en France, lui crée un poste à côté de Londres. Donc moi j'étais à côté de Paris, Sally était à côté de Londres, et pendant un an, on a vécu comme ça à distance. C'était une expérience qu'on n'avait déjà vécue auparavant, qui nous faisait pas peur, et on a pris les bons côtés. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir pendant un an à rentrer, habiter en France avec ma mère et mon petit frère. Ça avait beaucoup de sens, et donc voilà, je me mets à travailler pour cette entreprise-là, qui était devenue la mienne, avec deux collaboratrices que, au passage, je remercie infiniment de m'avoir accompagné, d'avoir fait ce chemin pour cette entreprise-là à ce moment-là. J'en profite aussi pour remercier le CJD, le Club des jeunes dirigeants, qui est une asso que j'ai rencontrée en France, qui aide les dirigeants à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, à s'épanouir pour faire grandir leur entreprise. Un de leurs slogans, c'est mettre l'économie au service de l'homme. Et j'ai vraiment, moi-même, je me suis formé, je me suis découvert, j'ai rencontré plein de personnes avec des super valeurs. Et ça reste un réseau avec qui je suis toujours en contact, des gens que j'adore rencontrer quand je rentre en France. Et voilà, un petit conseil au passage, si vous êtes dirigeant et que vous souhaitez être accompagné, allez vers le CJD, ça vous aidera à grandir. Voilà, donc pendant plus de 3 ans, je gère cette entreprise-là, et avec tout ce que ça a, financièrement c'était compliqué, émotionnellement c'était pas évident, le business c'était vraiment pas facile. On a réussi à trouver des pistes, on commençait à développer l'entreprise, et après un événement dont on vous parle après est venu stopper tout ça. En tout cas, pendant un an on a été en relation à distance avec Sally. Au bout d'un an, Sally est venue en France et je lui laisse expliquer plusieurs choses, comment est-ce qu'elle arrive en France, et dans cette période-là, avant même qu'elle arrive en France, et c'est ce qui va me permettre de faire la transition, à un an d'intervalle, j'ai fait ma proposition, ma demande en fiançailles, puis ma demande en mariage à Sally. Alors un petit conseil, messieurs, si vous voulez être sûr que votre future épouse dise oui à votre mariage, faites en sorte qu'elle soit dans une situation où elle n'a pas le choix de dire non. Moi, pour la demande en fiançailles, j'ai emmené ma femme tout en haut d'une montagne, on a marché pendant plus de 2 heures, on a un chemin bien escarpé, et arrivé tout en haut à la croix du Nivolé, je l'ai demandé en fiançailles, et elle n'avait pas le choix que de dire oui, donc elle a dit oui. Et j'ai renouvelé l'expérience un an plus tard. On avait un rendez-vous pour faire une visite dans l'église du Mont-Saint-Michel, et on était en retard, et donc on a dû grimper tout en haut du Mont-Saint-Michel au pas de course pour pas rater le début de la visite, parce que si le groupe partait sur nous, c'était foutu. Et moi j'avais prévu qu'à la fin de la visite de l'église et de tout ce qui va avec, on retournait dans l'église. Je m'étais mis d'accord avec le guide pour qu'on ait l'accès, qu'on puisse retourner dans l'église, et qu'à ce moment-là je puisse faire ma demande en mariage. Et donc pareil, c'était un moment où Sally était bien KO et ça a marché. Donc un petit conseil, voilà, vous pourrez le suivre ou pas, mais c'est un petit témoignage, et c'est la façon qui m'a fait voilà, avancer avec Sally jusqu'à ce chemin du mariage. Ah ouais. En gros, je veux dire, au final, la vérité, c'est que j'étais amoureuse de lui, donc j'attendais avec impatience la demande en mariage. Mais je dois dire que la demande pour devenir sa fiancée, j'étais très grincheuse pendant ce voyage. Je ne savais pas qu'il allait me demander en mariage, et je ne faisais que râler.
Mais le fait qu'il ait supporté mes râleries et qu'il m'ait quand même fait sa demande, je me suis dit, oh, c'est un homme à garder, n'est-ce pas? Et puis, pour le mariage aussi, la demande à l'église devant Dieu, franchement. Pour moi, c'était une évidence. C'était un oui. Et je n'ai jamais regretté cette décision, donc je suis bénie de l'avoir. Donc, en gros, en parlant de la préparation de notre mariage, on a donc décidé de travailler sur le mariage. Nous avions un budget très serré, n'est-ce pas? Parce que on se disait comment avoir le mariage de nos rêves tout en respectant le budget. Et la seule solution, c'était de le faire nous-mêmes. Et en gros, nous avons dû préparer notre propre mariage avec les 14. Nous avions 14 fournisseurs qui, en gros, ont travaillé sur le mariage, la célébration du mariage avec nous. Bien sûr, parce qu'il fallait s'assurer qu'une partie réponde aux attentes africaines et ghanéennes que j'avais par rapport aux attentes françaises. Et il fallait que nous devions nous assurer que nos invités qui venaient, ceux d'Europe, aient la touche africaine et que ceux qui venaient d'Afrique aient la touche européenne. Vous savez comment vous, les Français, vous êtes avec, je dis vous, mais maintenant je suis française. Donc comment nous, les Français, sommes avec nos verrines. Et ça doit être comme ça, et le goût doit être comme ci, et on ne mange pas avec cette fourchette-là, et tout ça. Donc tous les détails demandaient une certaine expertise pour que ça fonctionne, mais c'était tout simplement incroyable. Et puis aussi la partie religieuse du mariage. Donc au-delà de tout le matériel mis en place et de la préparation du mariage, ce qui a fait la vraie différence, c'est vraiment la partie à l'église où nous avons prononcé nos vœux et nous nous sommes engagés l'un envers l'autre devant Dieu. Pour moi et pour Jérémie, c'était le moment charnière où nous avons confié notre relation à Dieu et nous avons fait de lui le centre et le pilier de notre relation. Et en gros, il l'a été, nous, tout au long de notre parcours, il a toujours été le pilier de notre relation, même depuis qu'on sortait ensemble. Donc, se marier à l'église n'était pas seulement une cérémonie religieuse pour nous, c'était vraiment symbolique de notre relation. Et je pense qu'avec le temps, vous verrez en quelque sorte comment il joue un rôle vital dans notre vie tout au long de notre parcours. Et puis bien sûr, après ça, quand on s'est marié, on n'avait aucune idée de là où on allait être après. Je vivais à Staines, à l'étang, donc j'avais l'étang juste en face de mon appartement. Jérémie venait, on faisait du kayak et tout. Vraiment super. Mais on s'est juste dit qu'on continuerait la relation à distance jusqu'à ce qu'on trouve un moyen d'être ensemble. Et en gros, au bon moment, j'étais en appel et mon futur patron, qui était le directeur financier de l'entreprise pour laquelle je travaillais en France, m'a dit en gros, Sally, vous êtes mariée? J'ai dit oui. Votre mari est en France? J'ai dit oui. Il a dit, mais vous vivez au Royaume-Uni? J'ai dit oui. Il a dit, venez travailler avec moi. Je vous ferai venir en France pour que vous restiez avec votre mari. Je me suis dit, d'accord, allons-y. Et j'ai parlé à Jérémie, on s'est mis d'accord et en gros, j'ai atterri en France. Et c'est là qu'on sait que quand Dieu est au milieu, au cœur des décisions prises, il s'assure juste que tout se déroule bien. Et c'est le meilleur joueur d'échecs, n'est-ce pas? Il sait toujours quand faire échec et mat, et c'était incroyable. On a déménagé en France, j'ai déménagé en France. Puis on a décidé de déménager à Paris pour trouver notre propre logement. On a déménagé dans un 40 mètres carrés que j'appelle la boîte à chaussures. Mon mari a dit qu'on aurait un grand appartement à Paris. J'ai demandé, c'est grand comment? Il a répondu, 40 mètres carrés. J'ai fait quoi? C'est une boîte à chaussures. Mais je veux dire, l'espace africain contre l'espace européen, deux réalités différentes. Mais c'était incroyable et c'est ce dont on avait besoin à ce moment-là de notre relation. Un bel endroit où on pouvait être ensemble et passer plus de temps ensemble et c'était juste incroyable. Puis on a décidé qu'on voulait agrandir la famille. Alors on a commencé à penser à avoir des enfants et avant d'avoir notre enfant, d'avoir une maison. Donc on a commencé à chercher un endroit et on a eu notre première maison, une maison de 3 chambres, vraiment incroyable, près de Paris. Et on a emménagé, on a commencé à vivre notre vie de famille. Je suis tombée enceinte. On a fait un voyage au Mozambique pour le mariage d'un ami.
Et en gros, quand on est revenu du voyage, mon entreprise m'a dit « Oh Sally, on pense à une promotion pour vous, pour prendre un nouveau poste, on vous donnera de bons avantages, etc. » Et j'ai répondu « Je suis actuellement enceinte, donc peut-être qu'après l'accouchement de mon bébé, on pourra envisager de saisir cette nouvelle opportunité. » Et juste après avoir parlé à mon entreprise et tout ça, quelques semaines plus tard, Jérémy, on passait du temps de qualité ensemble et Jérémy m'a dit « Sally, tu ne penses pas qu'on devrait juste déménager, quitter la France et juste retourner dans un autre pays, juste partir d'ici ?» J'ai répondu « Ouais, pourquoi pas ?» Et en gros, c'était le début de notre départ. Dingue. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'était vraiment le fait qu'on achète une maison avec les frais de notaire qui vont avec en France, donc 8%. Comme Sally l'a dit, on est dans un 40 mètres carrés meublé à Paris, donc c'est-à-dire qu'on a meublé une maison de 3 chambres. On a fait des travaux dedans, on a aménagé tout le sous-sol, on a acheté 2 voitures, boîte automatique. En fait, on revient du Mozambique, c'est le Covid, il y a le couvre-feu. Et là, je regarde Sally. Moi, mon entreprise s'arrête du jour au lendemain, parce que qui dit Covid dit les événements, c'est fini. Je regarde Sally, je dis, on s'en va? Elle me dit, oui, si tu as envie. On est venu en France parce que tu voulais reprendre l'entreprise, mais si tu veux partir, on s'en va. Et exactement de la même façon que ça s'est passé pour notre départ du Gabon, c'est pareil. Ça veut dire qu'après, ok, donc il y a l'excitation du moment. Après, on se pose, on dit oui, mais quand même, on vient d'acheter une maison, on vient de faire les travaux. Et puis, si on la vend, on va perdre de l'argent, forcément. Donc, peut-être qu'on va la mettre en location. On a une maison meublée à 50 km de Paris, on va la mettre en location. Jusqu'au jour où Sally, elle sort de sa douche, elle me dit, mais mon chéri, pourquoi est-ce qu'on se met nous-mêmes des barrières? Combien on l'a payé? Combien on a payé de frais dessus? Combien on a payé de travaux? Et on a fait des travaux, on a passé du temps, donc on veut gagner de l'argent. Donc on va mettre la maison à ce prix de vente-là. Je dis, oh, d'accord, tu as raison. Et donc, je mets 2 annonces sur Internet. Une annonce pour vendre la maison, une annonce pour louer la maison. Les 2 en même temps sur le même site Internet. 1 heure plus tard, on reçoit un appel d'un couple qui nous dit « Bonjour, j'ai vu votre annonce pour la vente de votre maison, est-ce qu'on peut venir visiter ?» Bien sûr, c'est le Covid, on est chez nous, venez. Il arrive chez nous, il visite la maison, il nous achète la maison. En 1 heure, on a vendu notre maison. On a gagné de l'argent sur notre maison. Parce que, comme on vous l'a dit, on avait fait des travaux, on estimait que notre maison valait plus. On a gagné de l'argent. Et quelque chose dont on ne vous a pas encore parlé, c'était que quand on habitait à Paris, un jour, Sally, en se promenant sur Facebook, elle tombe sur une annonce qui dit conférence de 2 heures gratuite sur l'investissement immobilier. Sally, elle clique dessus, on y va. À la fin de la formation, à la fin des 2 heures de conférence, où ils ont passé les 3/4 du temps à nous vendre leur formation payante derrière, et il y en a 2 à la fin qui sont sur la table en train de faire un chèque, c'est Sally et une autre personne. Allez, peut-être qu'on était 3 ou 4 maximum sur les 50 ou 100 personnes présentes. Sally fait le chèque, on se retrouve quelques semaines plus tard, pendant 3 jours à une formation en immobilier pour investir en Angleterre. Autant vous dire que on a énormément appris sur le mindset, sur l'état d'esprit de l'investisseur. La formation elle-même, on va pas vous la recommander. Mais état d'esprit, et on a fait une très belle rencontre dont je vous parle juste après. Donc, on se forme à l'immobilier. Pendant 1 an après, on regarde des vidéos sur YouTube et on regarde. Pourquoi? Parce que, pour rappel, en 2014, quand on s'est rencontré avec Sally, on s'était fixé le projet d'être financièrement autonome à 35 ans pour pouvoir faire des projets sociaux après. Et donc, honnêtement, en 2014, quand on s'est dit ça, j'y croyais pas du tout. Et j'avais aucune idée, c'est même pas que j'avais aucune idée de comment on allait pouvoir y arriver. C'est juste que pour moi, c'était un rêve, c'était une utopie. Oui, j'adorerais à 35 ans pouvoir arrêter de bosser pour faire du social parce que mon cœur et ma personnalité font que je me sens le besoin d'aider les autres, que c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me remplit, qui me comble. Mais honnêtement, j'y croyais pas du tout. Et donc, de fil en aiguille, et on reviendra dans des prochaines vidéos sur tout ce qui s'est passé depuis notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Là, vous avez l'échantillon avec la vidéo d'aujourd'hui de 2017 à 2025. Et donc, de fil en aiguille, on se forme sur YouTube, on se met à rechercher le bien type que l'on voulait. C'était un petit immeuble, 4 appartements. Comme ça, s'il y a un mec qui paye pas son loyer, ou bien un appartement qui se loue pas tout simplement, et ben les 3 autres, ils peuvent rembourser la banque chaque mois et c'est ok. Et donc, on commence à se fixer une stratégie, à regarder les villes. Je me rappelle même du week-end de mon anniversaire, le 27 janvier.
À la place de se dire on va se passer un week-end, je sais pas où, loisir sympathique, et ben, je dis à Sally, ok, j'ai réservé 2 nuits en Airbnb, dans 2 Airbnb différents, comme ça on va pouvoir découvrir la ville. On part à Compiègne. Si vous connaissez pas, n'allez pas y passer votre week-end en amoureux, c'est pas le but du tout. Et donc on réserve un Airbnb pour le vendredi, un autre Airbnb pour le samedi, histoire de découvrir Compiègne et le marché du Airbnb à Compiègne. Et puis je me rappelle très bien avoir fait un formulaire que j'avais imprimé, et donc j'allais voir dans la rue les étudiants et je leur demandais alors t'es dans quelle école, tu as trouvé comment ton appartement, il est dans quelle rue, il fait quelle taille, tu payes combien, et j'avais plein de questions et j'avais rempli plein de pages de questionnaires pour comprendre le marché de Compiègne. Tout ça pour en arriver à la conclusion à la fin du week-end que Compiègne c'était pas du tout intéressant pour investir en immobilier dans le business model que nous on avait. Tout ça pour vous dire que quand on a un projet, premièrement, on définit le projet, on définit où on veut aller. Deuxièmement, on s'investit à fond. Et la suite, c'est le Seigneur qui fait les choses. Soyez patient et le Seigneur fait le reste. En tout cas, nous, on était à fond. On est rentré notre week-end à Compiègne. C'était pas là-bas qu'on allait acheter dans l'immobilier. Par contre, quelques semaines plus tard, on allait rendre visite à ma grand-mère dans le nord de la France. Et on en profite pour aller visiter d'autres immeubles. On revient du week-end en disant qu'on a visité, ça ne nous convient pas, mais dans cette ville-là, il y a un business model intéressant. Il y a des écoles, il y a la plage, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui viennent travailler en CDD, faire des remplacements, il y a des gens qui viennent rendre visite aux gens qui sont à l'hôpital, etc. Et là, ça commence à susciter notre intérêt. On retourne sur Internet 3 jours plus tard, on tombe sur un immeuble qui nous semble intéressant. Je dis à Sally qui était enceinte, fais tes bagages, vendredi soir, on repart pour le nord. On y va, on visite l'immeuble, tout se passe bien. Et entre le moment où on a visité l'immeuble et le moment où on l'a acheté, parce qu'on a fini par l'acheter, je me rappelle très bien de Sally, donc il y a eu l'accouchement de notre premier enfant. Je me rappelle très bien être dans la salle à la maternité en train de préparer ma négociation avec le propriétaire de l'immeuble et de passer en sortant de la clinique 40 minutes au téléphone dans la voiture à faire la 2e négociation par téléphone. Et tout ça pour que 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, une fois tous les crédits obtenus, etc., et ben on soit propriétaire de notre premier immeuble. Et merci Julien pour les 25% d'économie sur l'immeuble que tu nous as permis de faire. Et Julien, c'est la personne dont on vous parlait, qu'on a rencontré à la formation. Voilà. Et donc, on en revient encore une fois au fait que si on en est là aujourd'hui à pouvoir se permettre de quitter notre job et de partir 6 mois en voyage, et ben c'est pas l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que ça fait 11 ans qu'on s'est dit qu'un jour, alors on le fait avec 2 ans de retard, par rapport, on n'est pas 35 ans, on en a 37, mais ça fait 11 ans qu'on s'est fixé ce projet-là, qu'on travaille, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que tous les jours on bosse 5 heures sur notre projet et qu'on se pose jamais un soir sur Netflix, c'est pas vrai. On profite de la vie, bien entendu, et bien heureusement. Non, je vous en parle plus tard. J'avais un autre sujet qui me venait à l'esprit, mais il y a des événements dans ma vie qui m'ont fait apprendre qu'il faut profiter de chaque instant. Et donc voilà. Et donc, on quitte la France, on décide de quitter la France, on vend notre maison en 1 heure, on achète un immeuble et nous voilà débarqués au Gabon. Si tu remets tes voies à Dieu, il dirigera tes pas, n'est-ce pas? Et le verset qui nous vient est Colossiens 3, verset 23, qui dit que quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour Dieu et non pour l'homme. Et c'est ça. Nous, comme l'a dit Jérémie, nous sommes vraiment restés engagés dans nos projets, nous avons travaillé dur. Au final, c'est une chose à 2 facettes, n'est-ce pas? Vous devez faire votre part et ensuite Dieu la bénira. On ne peut pas juste dire « je vais m'asseoir, me croiser les bras et laisser Dieu tout faire ». Non, Dieu bénit les mains de notre travail et les fruits de notre labeur. Donc, vous devez investir votre temps, faire vos plans et laisser Dieu guider vos pas. Donc, oui, c'est devenu nostalgique en fait, juste de parler de ça. Mais notre séjour en France était juste rempli de tellement d'expériences incroyables. Pas seulement la France, mais le Royaume-Uni. On a rencontré des gens formidables tout au long de notre parcours au Royaume-Uni et en France avant de venir au Gabon. Et vraiment adorable. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de nous suivre sur cette chaîne pour que nous puissions toucher plus de monde. Et sans plus de paroles, nous disons Bidi Bam. On s'en va.